Bonjour, je vais poursuivre l'étude des Yoga Sutras de Patanjali et je suis actuellement au Sutra 7 et je vous remets pour la bibliographie, pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, à mon vidéo d'introduction qui est sur mon blog marianathirio.wordpress.com où je fais une présentation générale du travail que je suis en train d'entreprendre. Et je suis donc en train d'étudier le chapitre 1 Samadhipada des Yoga Sutras de Patanjali. On passe donc au Sutra 7. Nous venons d'analyser que les fluctuations du mental peuvent être pénibles ou non pénibles, et que la façon dont on va reconnaître de quelle nature sont ces fluctuations peut nous aider à ce que ces fluctuations soient moins pénibles et nous rapprocher d'un état contemplatif. Le Sutra 7 est donc Pratyaksa, Anumana, Agama, Pramani. Donc, j'ai traduit par la connaissance provient de l'expérience directe, du raisonnement ou des écritures. Donc, la connaissance du yoga, elle provient soit de l'expérience, du vécu, que le yogi a quotidiennement de sa sadhana, de sa pratique, du raisonnement, de la façon dont il va méditer et en méditant travailler son mental, ou des écritures, c'est-à-dire de l'étude des textes comme celui des Yoga Sutras de Patanjali, mais je pense aussi à la Bhagavad Gita par exemple, et tous ces textes extraordinaires que nous avons du passé, mais que nous avons aussi au présent, de personnes qui vivent le chemin de la méditation et du yoga dans différentes traditions du bouddhisme, que ce soit le bouddhisme zen, le bouddhisme Chan en Chine, le bouddhisme zen au Japon, ou le bouddhisme tibétain qui est actuellement en Inde. Donc, le texte fait allusion aux différentes modalités du yoga, notamment dans le Raja Yoga, le yoga sacré, de plusieurs étapes ou de degrés d'évolution qui font une balance entre la connaissance pratique, la réflexion et la méditation, qui s'appuie sur la transmission des enseignements. Donc on va décomposer le Sutra 7. Pratyaksa, ça veut dire direct, devant les yeux, évident. C'est ce qu'on retire de l'expérience. Donc, je voudrais vous parler un petit peu de mon expérience quand je fais du yoga. Eh bien, je commence ma pratique de yoga comme tout le monde, avec plein de pensées, plein de préoccupations, puis je me concentre et petit à petit j'entre dans les mouvements, j'entre dans les salutations et puis dans les respirations. Je fais ma détente, ma relaxation et finalement je me mets en position de méditation. Et c'est un petit peu comme si je commençais la pratique en étant immergée dans un flot dans la rivière, et une rivière assez agitée. Et quand j'ai fini la pratique, c'est un petit peu comme si j'étais à l'extérieur et que je regardais passer cette rivière et que je n'étais plus immergée dans la rivière, mais que je la contemplais de l'extérieur. Et cela, c'est une connaissance qui me vient d'une expérience directe, d'une pratique régulière du yoga, soit seul, soit avec d'autres, que ce soit en tant qu'élève ou en tant que professeur. Parce que je me situe dans les deux places, j'aime beaucoup être aussi élève. C'est pas parce que je suis instructeur de yoga que je n'apprécie pas
d'avoir un cours différent de Power Yoga, de Hot Yoga et découvrir des nouveautés dans mon domaine. Donc, Pratyaksa, c'est direct, devant les yeux, évident. Et, excusez-moi, Michel Angot va parler de perception immédiate, instantanée. Anumana, c'est en anglais inference, ce qu'on peut parler d'induction. On va parler aussi de réflexion. Ici, il va parler d'inférence. C'est-à-dire que c'est ce qu'on déduit en fait. J'ai envie de dire aussi qu'on induit et qu'on déduit, qu'on infère, parce que ce sont deux opérations mentales complémentaires et qui sont à la base de l'inférence. On a besoin aussi de déduire, on n'a pas simplement besoin d'induire, et donc on réfléchit avec ces plusieurs opérations mentales. Et c'est très intéressant, c'est le moment où on transforme ce qui peut être un état mental pénible dans un état mental qui est un état mental plus serein. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience de certaines émotions et de l'origine de ces émotions, comme une émotion comme la honte, de l'origine de la honte. Et puis on va agir sur les causes de la honte et on va transformer ce sentiment de honte dans un sentiment plus serein d'acceptation et puis voir ce qu'on peut faire pour modifier ce résultat de sentiment de honte qu'on peut avoir. Donc là, il s'agit d'utiliser toutes ces capacités cognitives pendant la méditation pour transformer des états mentaux pénibles, de souffrance, dans des états mentaux plus sereins. Donc là, c'est une connaissance par la réflexion, par la méditation, et puis il y a la connaissance qui s'appuie sur la transmission des enseignements, ce qu'on appelle en sanskrit le paramparaprata. Et ici, il va donner une image très, très belle. Il parle d'une connaissance issue d'une parole d'autorité. C'est-à-dire que cette tradition, il la voit comme une parole d'autorité. Il va voir la parole de Patanjali comme une parole d'autorité. Et je dis c'est très intéressant et c'est très, très beau parce que la véritable autorité est issue de l'expérience et de la réflexion sur cette expérience, donc sur la compétence. Et à partir de là, eh bien, on va avoir une parole d'autorité, une parole respectée, et une parole qui va nous permettre de transmettre une connaissance. Donc, ce que nous dit ce sutra, c'est que la connaissance provient donc de l'expérience directe, du raisonnement, de la méditation, du travail sur nos pensées ou des écritures qu'il appelle paroles d'autorité. Et je pense qu'il faut se méfier un petit peu, hein, parce que il ne s'agit pas du tout de cette autorité verticale, arbitraire, biaisée, qui exprime avant tout une volonté de pouvoir, mais une autorité qui a une envie d'éclairer et une envie de transmettre et une envie de passer quelque chose à l'autre par son expérience et sa connaissance méditative. Donc, ce serait en gros le sens du Sutra 7. Bien entendu, il y a tellement d'auteurs qui se sont penchés sur ces sutras et qui les traduisent au fil et à mesure de l'histoire. Et chacun va apporter finalement, si la parole d'autorité demeure, c'est toujours le même sutra qu'on traduit, son expérience
et le fruit de sa connaissance personnelle, résultat de la méditation. Donc, ces différents domaines de la connaissance s'interpénètrent dans l'exercice du yoga. On a besoin de tout ça. On se dit, ah, je vais faire un peu d'exercice, je vais faire du yoga. Non, c'est un petit peu comme Monsieur Jourdain qui faisait la prose sans savoir. On va faire beaucoup plus que ça. Hein. On va essayer d'atteindre un état de contemplation à travers le yoga. Et c'est pas facile. Mais c'est très joyeux. Le Sutra 8 va dire, ben, finalement, c'est difficile tout ça. Hein, cet état d'équilibre, cet état contemplatif. Très souvent, non, pardon, on est induit en erreur. Donc, Viparayaya, Mirta, Atadrupa, Pratishtam. Ça veut dire, bon, la façon dont j'ai traduit, l'erreur résulte d'une conception qui n'a pas été établie par soi-même. C'est-à-dire que il faut établir sa connaissance à partir de ces trois directions: l'expérience, la méditation, la consultation des textes de la tradition. Et ce travail est un travail personnel. Et très souvent, on est induit en erreur lorsqu'on va se reposer sur l'expérience d'un autre, sur les méditations d'un autre, et qu'on va dire que finalement, c'est pas la peine de consulter tous ces textes érudits, difficiles, et que la pratique, bah, finalement, elle se suffit à elle-même. Et que c'est pas la peine de faire la philosophie, parce que le yoga, de toute façon, c'est pas la philosophie, c'est pas compliqué, il suffit de s'asseoir, de respirer, puis on n'a pas besoin de passer des heures à réfléchir sur ce qu'a dit Patanjali ou toute la tradition bouddhiste sur le yoga. Alors, à mon avis, l'erreur résulte d'une conception qui n'a pas été établie par soi-même. Quand on se réfère simplement aux autres et qu'on laisse de côté son expérience, qu'on laisse de côté la dimension d'étude, qu'on oublie la dimension méditative de l'activité du yoga, eh bien on peut se blesser, on peut s'énerver, on peut se blesser parce qu'on va faire un effort inutile, et le yoga, c'est pas une compétition, puis c'est pas de la gym, et c'est pas un sport de combat. Donc, on dit souvent, faites un mouvement qui soit stable et confortable. Donc on peut se blesser parce qu'on peut être à l'écoute d'autres écoles, courants de pratiques physiques aujourd'hui. On peut s'énerver parce qu'on ne fait pas vraiment un travail profond sur soi-même, de méditation, d'introspection, et on repose sur ce qu'on connaît déjà, de soi, des autres, mais on évite de passer ça à travers le filtre d'une méditation personnelle profonde et authentique. Ou alors, on se dit, lire, étudier, pourquoi? Ben, j'ai pas besoin, parce que moi je me suis toujours débrouillée sans lire et sans étudier, alors j'ai pas besoin de lire finalement. Et on a une difficulté à aller consulter les livres. Donc voilà, et je me rapproche bien sûr de la version de Michel Angot qui parle aussi d'erreur comme connaissance fausse, celle qui est placée sur un objet qui n'a pas la même, n'est pas établi dans sa forme authentique, dans sa propre forme. Voilà, merci et à très bientôt.